Bonjour. Donc la suite de l'huissier pour jeudi. Et c'est toujours des histoires pour Marie. Donc, les révélations d'Esther, Thomas l'appelle désormais ainsi, en pensée, et lorsqu'il parle d'elle avec Madame Rodoreda. Ces révélations n'ont pas fait progresser grand-chose. Thomas se sent dans une impasse. Oui, il a la preuve que cet individu, nommé Granier, est venu voir Marcel le soir de sa disparition. Même les petiots, les plus sceptiques à l'origine, se rendent à l'évidence. Marcel n'a pas donné signe de vie. Ce n'est pas la banale absence de quelqu'un qui serait parti en voyage de manière impromptue. Ce n'est pas non plus un départ prévu de longue date. Ou alors Marcel est une sacrée cachotière. Thomas ressent cruellement l'absence de Marcel. Elle ne lui manque pas. De même, ses parents ne lui ont jamais manqué. Si Marcel était là, sa vie ne changerait pas. C'est difficile à expliquer. La seule personne qui le comprenne vraiment, c'est Madame Rodoreda. Elle ne manifeste directement aucune sympathie, mais elle prend cette histoire très au sérieux. Pourquoi Marcel a-t-elle mis ses talons dorés pour aller travailler ce fameux mardi, ce mardi noir? La vie est pleine de questions. Thomas voit danser devant ses yeux une longue liste de questions sans réponse. Il en est écœuré. Il voit venir le jeudi fatidique, l'huissier, la réunion de parents, comme une montagne impossible à franchir. Depuis très longtemps, il n'a pas eu cette impression de fardeau. Il se sentait si léger depuis quelques mois. Messieurs les huissiers prenaient tout dans l'appartement, mais ramenaient Marcel. D'étranges prières surgissent ainsi à toute heure de la journée, du soir. Il rêve que c'est Marcel l'huissier. Il rêve que Granier remplace Madame Duvézy. Parfois, il se réveille en sursaut, croyant entendre des coups de canne que Madame Rodoreda aurait donnés dans les tuyaux. Lundi, mardi, le tunnel. Dans la cuisine, le verre à moutarde n'a pas bougé depuis la vente du classeur. Si les petiots rentrent tard ce soir, il gagnera de quoi payer 5 repas à la cantine. Il pourra se passer de déjeuner et garder l'argent pour l'huissier. Tu as la totoche que tu m'as promise, lui demande Camélia quand il monte garder les jumelles. Totoche, pas de totoche. C'est les bébés qui disent totoche, dit Thomas en toute mauvaise foi. Même Camélia le met de mauvaise humeur. Non, il n'a pas de la totoche. Non, il n'a pas d'argent à dépenser à des bêtises. En plus, Pierrette Petiot refuse qu'on offre à ses filles ces saloperies de tétines en verre qui ont traîné partout avant d'atterrir au cou des petits-enfants. Voyant que Thomas n'est pas dans son assiette, les jumelles se comportent avec lui comme s'il était un adulte. Elles sont insupportables, refusent de manger autre chose que des sandwichs de pain avec du fromage, se battent pour la télécommande, l'une veut Tintin, l'autre le film, font des histoires pour aller se coucher. Serait-elle sage que Thomas n'aurait de toute manière pas le loisir d'espionner Granier? Les rideaux sont à présent tout le temps tirés dans la pièce qui donne sur la rue. A-t-il remarqué que les locataires des 3 étages en face ont souvent le regard tourné vers sa fenêtre? Granier est là, puisqu'un ray de lumière filtre entre les rideaux, mais il ne se montre pas. Madame Rodoreda l'a vu rentrer chez lui lundi matin, mais elle ne l'a pas vu sortir. Elle refuse de passer la journée derrière sa fenêtre. C'est le mercredi que tout bascule à 12h30. Thomas s'apprête à passer chez lui, comme d'habitude, poser son sac à dos. Il a faim. L'enseigne bordée de néons rouges annonce Pizza Rico au tournant de la rue. Il préfère le nom qu'il lui donnait quand il ne savait pas lire et entendait haricot. Il est en train de repenser à cette méprise. Ça l'amuse toujours, quand il reçoit un coup violent derrière la tête. Thomas se noue instantanément. Il n'est pas le genre de poule mouillée que la peur fait crier. S'il sursaute, c'est toujours en silence. Et il sursaute en effet, se demandant en un éclair qui peut le frapper ainsi en pleine rue. Il ne se demande pas pourquoi.
Il se ramasse sur lui-même, se retourne d'un bloc pour affronter l'assaillant. À première vue, ce n'est personne. C'est un tapis roulé et visiblement très lourd, porté par un homme dont le visage est dissimulé par le fardeau qu'il tente de maintenir sur son épaule. « Excusez-moi, dit une voix étouffée, j'ai été déséquilibré. » Le tapis avait dû nettement plonger en avant pour heurter Thomas de cette manière. L'homme pivote sur lui-même de façon à pouvoir regarder Thomas. Il va s'excuser, s'informer. « Est-ce que ça va? Je ne vous ai pas fait mal ?» Mais c'est d'un air glacial, en découvrant Thomas, qu'il dit « Tu ne vas pas bientôt me ficher la paix, petit con ?» Aucune réplique ne vient à l'esprit de Thomas, qui continue, abasourdi, de se frotter la nuque. « C'est ça, fais l'idiot, poursuit l'autre, doucereux et menaçant. Si tu crois que je ne t'ai pas vu, que tu m'espionnes, je te préviens. Continue et je raconte à la police comment tu vis. Les gosses de ton âge n'ont pas le droit de vivre seuls. Tu ne savais pas ça. » Pris d'une inspiration subite, Thomas jette sur le même ton. « C'est ça. Prévenez la police. Et moi, je vais à l'émission Perdue de vue raconter que Marcel a disparu et que vous l'avez enlevé. » Thomas n'a encore jamais eu l'occasion de mettre quelqu'un dans l'embarras. C'est pour lui une sensation curieuse. Pas une sensation de puissance, non. Il a plutôt honte pour l'homme qui le dévisage. Sa colère soudain tombée. Le tapis sur son épaule semble peser beaucoup plus lourd et le forcer, écrasant sa joue, à pencher davantage la tête. L'homme a l'air souverainement ennuyé. « De quoi tu parles? Allez, file !» Mais Thomas va s'asseoir sur un muret et le regarde s'éloigner. Il tremble à présent de tous ses membres. À l'instant même où l'homme s'est retourné, il a su qu'il s'agissait de Granier. Pourtant, il l'a à peine entreaperçu le soir où il s'est mis à la fenêtre des Petiot avec les jumelles. Granier disparaît dans l'entrée de son immeuble. Thomas est tenté de monter raconter à Madame Rodoreda ce qui vient de lui arriver. Mais il a tout à coup très soif. Il a envie de son verre de coca, comme ses parents naguère avaient envie d'une bonne bière sur le coup de 6 heures du soir. Ça ne pouvait pas attendre. Il ira voir la vieille dame plus tard. Et tant pis pour son sac, il le garde avec lui. À la Pizza Rico, les employés qui travaillent alentour dans les bureaux se lèvent de table, un peu rouges, avec le pas pressé. Il se glisse parmi eux. Rico lui fait un petit signe de derrière son comptoir et Thomas aperçoit une nouvelle serveuse qui tourne la tête dans tous les sens d'un air angoissé. Il serre la main du patron qui lui dit « Je connais quelqu'un qui cherche une chambre dans le quartier. C'est urgent. Ça ne t'intéresserait pas par hasard ?» Rico est au courant par Marcel de la situation de Thomas. Aussi celui-ci n'est-il pas étonné de la proposition. « Faut voir, répond-il, empruntant l'accent placide de son interlocuteur. « Je serai à la maison ce soir. »« Je te l'envoie, son nom c'est tout net. » Thomas hoche la tête et va s'asseoir. « Allons bon, une fille. Il veut bien prêter l'ancienne chambre de ses parents si ça peut dépanner quelqu'un. Il va même devoir se résoudre à la louer, tant l'état de ses finances devient préoccupant. Mais une fille, il ne se voit pas cohabiter avec une fille. Enfin, on verra bien. Il espère que ce n'est pas la nouvelle serveuse. On ne met pas de jean quand on est grosse. « Vous avez remplacé Marcel ?» dit Thomas. À Riquette qui lui apporte le plat du jour, des spaghettis bolognaises. « Je n'allais pas rester toute seule jusqu'au mois de janvier, réplique la femme de Rico, qui a dû sentir le reproche dans sa voix. « Pourquoi janvier ?» dit Thomas mal à l'aise. « Parce qu'elle revient en janvier, tiens. » Il n'a pas le temps de poser une autre question. Son bloc à la main, Riquette est déjà partie prendre la commande d'une table de 4. Il entend qu'elle éclate de rire. Janvier. Thomas range dans le congélateur de Madame Rodoreda les surgelés qu'il est allé lui chercher. Les quiches, les coquilles Saint-Jacques garnies, les tranches de saumon et le kilo de haricots verts. Cette nuit, cette pièce lui plaît. Elle ressemble presque à l'idée qu'il se fait d'une cuisine de campagne. Rien à voir avec celle de Marcel, où tout est briqué et reluit. Ici, il y a toujours une tasse sale, une nappe pleine de miettes, des journaux.
Il revient dans le salon où flotte une odeur sucrée. Madame Rodoreda sent bon. La vieille dame, toute tassée, a la tête dans les mains comme si elle dormait. Mais elle ne dort pas et fixe Thomas d'un air inquisiteur quand il vient s'asseoir sans bruit en face d'elle. Si Granier est venu prévenir les Rico qu'elle revient en janvier, c'est qu'elle est avec lui et qu'il n'y a pas de raison de s'en cacher. Je suis d'accord, soupire Thomas en entendant ce récapitulatif. Mais deux fois, elle a renversé un plat en le voyant. C'est quand même bizarre. Rico est sûr qu'il s'agissait de Granier ? Oui, rétorque Thomas, légèrement agacé, car cela fait déjà 2 fois que sa voisine lui demande de le confirmer. Il est formel, ajoute-t-il, pour qu'on ne vienne plus sur ce point. Il faut la trouver, répète Madame Rodoreda en frappant la table de son poing fermé. Mais je ne vois pas comment, à moins d'entrer chez lui, et ça ne sera pas facile. Madame Rodoreda secoue la tête et se frotte le menton. Elle n'est pas chez lui. On n'en sait rien, proteste Thomas. Si, répond fermement la vieille dame. Elle serait chez lui, il faudrait la nourrir. Et Granier a toujours les mains vides quand il rentre chez lui. Il prend tous ses repas dehors. Mais on ne sait même pas ce qu'il fait dans la journée, dit Thomas, qui trouve son ami bien péremptoire. Je ne passe pas ma vie à la fenêtre. Mais Esther, oui. Il entre, il sort, il n'a pas l'air de travailler, il ne fait jamais de courses. L'autre jour, il est allé porter son tapis à la teinturerie, et il est allé le rechercher. Tu es bien placé pour le savoir. Je me demande. Au fait, dit Thomas, mais Madame Rodoreda poursuit sur sa lancée. Et s'il l'avait attiré chez lui, assommé ou endormi, et qu'il l'ait transporté à l'intérieur du tapis roulé? Vous lisez trop de romans, dit Thomas, qui ne peut se retenir d'éclater de rire. Au fait, c'est ça que je voulais vous demander. C'est vrai ce qu'a dit Esther, que vous écriviez des pièces de théâtre ? Oui, grommela la vieille dame. En réalité, j'en ai écrit 2. Esther jouait dans la 2e, et ça a été un four mémorable. Un bide, un échec, quoi. Je me suis arrêtée là, mais nous sommes restés amis, et quand je lui ai trouvé l'appartement, ça nous a encore rapprochés. Parlons d'autre chose, veux-tu ? Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais professeur. Elle n'a pas le temps d'en dire plus. On sonne. Ah, j'avais oublié. C'est pour moi, dit Thomas. Il va ouvrir, bientôt rejoint par le fauteuil roulant. Un homme, petit, brun, se tient sur le pas de la porte, un bouquet de fleurs dans une main, un sac de voyage dans l'autre. Je viens pour la chambre, dit l'inconnu, joyeux. Oui, se contente de dire Thomas. Je suis tout net, dit l'extraterrestre. J'ai vu le mot sur ta porte comme quoi tu étais à l'étage au-dessous. Excusez-moi, madame, je me suis permis de sonner chez vous. Je vous en prie, entrez, dit madame Rodoreda, le visage entièrement plissé par un sourire que Thomas ne lui avait jamais vu, un sourire mondain, charmeur. Il s'ensuit que Tounet est en réalité Tunet, qu'il est turc, étudiant le jour, plongeur le soir, et quand les 2 garçons remontent au 2e étage après une tasse de thé et une conversation d'un ennui mortel sur la situation politique dans cette partie du monde, Thomas est furieux contre lui-même d'avoir fait une erreur sur le nom de son invité, comme s'il n'était encore qu'un petit garçon et d'avoir été pris au dépourvu. « Je m'appelle Thomas Zellmayer, dit-il, comme si l'autre ne le savait pas, et ne m'appelez jamais Tom. Il montre sa chambre à Tudette et marmonne qu'il n'y a pas grand-chose pour le dîner, mais Tunette doit partir travailler. Quand il rentre, quelques heures plus tard, il réveille Thomas, dont la mauvaise humeur repart. Quelle idée il a eue de faire venir ce type, comme s'il n'avait pas assez de problèmes comme ça. À part faire l'autruche, vous avez une solution à proposer ? Thomas n'a pas eu le temps de rassembler l'argent pour payer la redevance. Il n'a pas non plus retrouvé Marcel. Il va rester chez lui, il va laisser passer la journée, ce satané jeudi qu'il a redouté et qui ne lui fait plus peur du tout maintenant qu'il est là. L'huissier, qu'il emporte ce qu'il veut. Le rendez-vous avec Madame Duvézy, il inventera un mensonge demain. Pas d'école aujourd'hui.
Thomas se réveille vers 9 heures, surpris de son propre calme, ouvre un paquet de biscuits que les petiots lui ont donnés, noie ses céréales de lait et de sucre. Les petiots sont partis depuis longtemps vers leurs obligations respectives. Une petite musique très lointaine monte du premier. Thomas lave son bol. Il prend exceptionnellement une douche. Il a la main sur la poignée de la porte de la chambre de ses parents qui est juste à côté du cabinet de toilette quand il se rappelle l'existence de son locataire. Il ne va pas falloir faire trop de bruit. À quelle heure ça se lève un étudiant turc qui a travaillé la moitié de la nuit? Qu'est-ce que ça mange au petit déjeuner? Après s'être habillé, Thomas va dans la cuisine mettre le bol propre sur la table avec une cuillère. Il se ravise, range le bol dans le placard, escamote la cuillère dans le tiroir au couvert. Et puis quoi encore, ce n'est pas un hôtel ici. À ces mouvements contraires, Thomas reconnaît qu'il est nerveux. Rien d'étonnant à ce que le coup de sonnette qui explose dans le silence de l'appartement lui fasse un trou au cœur. L'homme a un cartable comme un médecin, une petite barbiche. Il dit « Bonjour jeune homme, je m'appelle Fusain, huissier de justice. Puis-je parler à ton papa ou à ta maman ?» Il est affable. « Mes parents ne sont pas là. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils n'ont pas l'argent et